Ok, Là bon, déjà, on voit bien. Bonjour tout le monde. bonjour à tous. Allez, comme à notre habitude, on tapote, Aujourd'hui, on tapote et on partage. On va parler de l'Afrique. L'Afrique, donc, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, partagez en même temps. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'Afrique. Voilà. Les langues. Afrique, histoire et linguistique. Donc, je suis en train de préparer mes baffes, là. Donc, on va partir en fait justement en fait sur des vidéos qu'on va pouvoir écouter. Donc, on partage le live s'il vous plaît. Là, on rentre sur les aspects de l'Afrique. Donc, partageons le live, tapotons, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Aujourd'hui, ça va être, on va être pas mal sur des réponses. Donc, après, vous allez pouvoir monter tout de suite, hein. Dans ceux qui veulent déjà monter, bon, vous pouvez, Il faut faire la demande parce que là, il n'y a pas beaucoup de place. Le temps d'expliquer. voilà. Là, il n'y a pas beaucoup de place. Le temps que les gens puissent voir aussi la carte et puis comprendre, hein. Je vais monter, bon. Je Donc, vais déjà répondre là, vite fait et après, on va voir ce que la réponse va dire. Bonsoir, réveille-toi. Bonsoir, droit à la parole. Bonjour, bonjour coach, Comment allez-vous? ça ça va va très bien. bien. Super. Toi, Ouais, super. Je voulais savoir, est-ce que c'est un live sur le christianisme ou c'est sur l'Afrique? Là, c'est sur l'Afrique. On entame en fait les séries sur l'Afrique. D'accord. Mais c'est plus tard à l'intérieur de ces séries-là, parce que nous, c'est toujours en fait plusieurs séries de live. C'est D'accord. à l'intérieur de ces séries, on parlera aussi du christianisme. Bon, aujourd'hui, on est plus sur des questions. Donc, voilà, si jamais il y a des questions ou des choses comme ça, on pourra en fait être sur des bases de réponses aux questions ou sur des échanges par rapport à ça, selon les questions. S'il y a des questions sur le christianisme et l'Afrique, bon, on pourra aussi en parler. D'accord. Pourquoi c'est parce que tu voulais parler du christianisme, c'est ça? Bah, moi, je suis musulman religieux. On m'a offert une Bible. Et Ok. quand je l'ai traversée, il y a eu des passages sur lesquels je me posais des questions. Je me suis dit, peut-être que tu es pasteur ou tu as de l'expérience, quoi. Ok, bah aujourd'hui on est sur les questions, donc oui, tu pourras peut-être poser en fait certaines de ces questions et peut-être que ça a un rapport aussi avec ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. mais c'est Et après je- les questions, s'il vous plaît. Ah, c'est pas maintenant, je savais pas, d'accord. Oui, parce que là on va écouter en fait des courtes vidéos. Vu que le live un peu c'est sur ce thème-là en fait de l'Afrique, Ah, on je va savais écouter pas, des j'ai courtes découvert vidéos et votre après live. on va basculer en fait aux questions. J'ai découvert votre live avec plaisir. En tout cas, ben merci, je vais repasser un peu plus tard, moi. Ok, il n'y a pas de C'est souci alors, gentil, à tout merci à à vous, l'heure. bonne soirée, merci à tout à l'heure. De même, à tout à l'heure. Donc, Famille, tapotez le nom de la famille. bonjour. Hello, Eben. Comment vous Tapotez, allez? s'il vous plaît. Hello Eben, Mhm. Je me, je ça me va? demandais si tu auras assez de force aujourd'hui pour venir faire live encore aujourd'hui par rapport à Ah non, hier. oui, c'est sûr que, mais non, toujours, hein, tu sais. Bon, je m'étais préparé, vu que je savais que aujourd'hui il y avait live, je m'étais préparé pour un petit peu me réserver un peu pour hier. Donc, et Mhm. aujourd'hui, comme on est beaucoup plus sur les questions, on est moins sur, voilà, Ah oui, sur enseignement en fait l'enseignement de que. A à Mhm. Z. On est sur des bases de questions, donc les préparations sont pas forcément en fait les mêmes. D'accord. Ok. Donc Bonjour c'est vraiment Stéphane, pour ça en bonjour à fait. tout le monde. Ok. Mais hello Litek, Bien- hello Stéphane. Bienvenue la famille. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver.
Bienvenue Tapoton. à tous. J'espère que vous allez bien. Tapotons le live, s'il vous plaît. Tapotons. On entame en fait notre série en fait sur l'Afrique. On va voir plein de choses. On va voir en fait tout ce qui concerne. Bon, pas aujourd'hui vu que c'est une série, hein. On vient de finir la série sur Israël-Palestine et vous avez vu qu'au final on en est arrivé à parler en fait de nos amis FM. Donc, et on a pu aussi voir hein, tout le côté de toutes ces branches. On a vu aussi en fait justement l'objectif de cette guerre, de ce front hein, qui a entamé. Là, on va parler de l'Afrique et justement à l'intérieur en fait de l'Afrique, hein, des différentes phases de l'Afrique, on arrivera forcément à parler du front justement soudanais, aussi de ce qui se passe en fait au Congo. Et là, à ce moment-là, on touchera véritablement un peu plus sur l'objectif hein, de ce front en fait africain qui se met aussi en fait en place. Donc, et dans ces séquences en fait d'Afrique, on va voir plusieurs choses. On va voir en fait les côtés linguistiques, c'est-à-dire historico-linguistiques. On va voir aussi les dispatchages par rapport aux différentes catégories hein, de personnes et, et aussi de tribus, etc. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'Afrique, c'est un continent. L'Afrique n'est pas un pays. L'Afrique est un continent. Un continent qui est énorme. Et quand vous prenez par exemple sur les cartes, c'est-à-dire aux échelles, vous prenez en fait par exemple l'Europe, vous le mettez, il est minuscule en fait à côté de l'Afrique. Donc, et ça souvent en fait beaucoup de personnes en fait l'oublient. Et toutes ces choses-là, on va le voir. C'est-à-dire c'est un continent avec des peuples en fait totalement en fait divers et variés. Donc en réalité, on ne peut pas parler le terme de dire les Africains comme si c'était un pays, c'est quelque chose qui est totalement en fait, mais alors là, erroné de tous les points de vue. De tous les points de vue, c'est erroné. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir c'est quoi les Africains, eh ben vous le voyez en fait sur cette carte, hein, vous voyez bien le petit parcelle là qu'on appelle en fait les Africains. Donc, et là, vous allez savoir véritablement en fait ce qu'il en est. Donc, quand on parle des Africains, on parle de ce petit parcelle là qui est au nord. Donc, voilà ce qu'on appelle véritablement en fait les Africains. Donc, c'est important qu'on puisse en fait comprendre en fait ces aspects-là. Ensuite, on verra aussi l'aspect historico-politique avec justement en fait les différents royaumes, l'histoire de ces royaumes, comment elles ont été, comment elles se sont installées, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on verra. Et on verra aussi en fait les aspects spirituels. Quelles sont les spiritualités en fait qui y règnent. Et du coup, on parlera aussi des aspects religieux, des aspects des religions en fait de l'Afrique. Et on parlera aussi de l'Afrique en fait en globalité. Parce que quand on parle de l'Afrique, c'est pas que ce continent-là. Donc, sur cette carte, il y a une partie en fait que vous ne voyez pas, qui est un petit peu en fait de l'autre côté, mais qui est aussi à l'intérieur de l'ensemble. Parce que quand vous voyez en fait la mer Rubra, c'est-à-dire la mer Rouge, qui est en fait au milieu, elle vous met c'est cette petite partie-là que vous voyez pas hein, sur la carte. Attends, je Mais te... en réalité, tout le reste de l'Arabie, tout le reste, mais là c'est déjà pas mal, hein, les gens voient. Voilà, comme ça vous voyez bien. Dans tout le reste en fait de l'Arabie là-bas, vous voyez tout ça c'est l'Afrique, hein. Donc en réalité en fait l'Arabie, c'est-à-dire tout le croissant fertile, hein, ça fait partie en fait du continent. Donc ça déjà c'est des aspects qu'il faut bien comprendre. Donc on verra aussi ces aspects-là et on verra aussi tout ce qui concerne maintenant en fait les choses de la pure spiritualité la spiritualité et les spiritualités, j'aime pas dire africaines, les spiritualités de ce continent. Voilà. En réalité, pour faire simple, avant qu'on commence déjà à voir à mettre en fait les vidéos qui sont pas très longues, hein, mais après on va pouvoir commencer à échanger, soit dans les questions, soit dans les voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, ce continent, euh, il s'appelle pas Afrique.
Ce nom-là, c'est pas du tout le nom du continent. Et c'est pas vraiment non plus Al-Keboulan. C'est vrai que Al-Keboulan, ça a été donné hein, par la suite quand bon, il y a plusieurs racines en fait à Al-Keboulan, mais ça c'est des choses qu'on rentrera en profondeur quand le moment viendra, parce que vous avez le côté arabique par rapport à cet aspect-là, vous avez aussi d'autres côtés en fait hein, d'interprétation en fait du continent aussi. Donc c'est un petit peu complexe, mais à la base tout ce bloc c'était en fait en réalité les Kamites. C'est ça à la base, pas les Kamites des Kémites, hein, que je vous ai dit hier là, qui est une nébuleuse, pas les Kamites de Kémite, mais les Kamites de Kam. C'est-à-dire, et en Afrique, c'est-à-dire dans les langues nubiennes, subsahariennes, etc., c'est les Nkami. Voilà. Si on veut ramener ça en fait aux langues subsahariennes, c'est les Nkami. En réalité, c'est ça. Mais si on le met dans des langues que tout le monde puisse comprendre, euh, tout continent en fait confondu, c'est les Kamites. Mais Kamites avec un CH. Ou alors les Hamites avec un HAM. Donc, en réalité, en fait, c'est cet aspect-là. Donc, le véritable nom du continent, c'est celui-ci. Donc, soit vous voulez l'appeler avec l'accent africain, donc les Nkami ou Nkam, soit vous l'utilisez en fait avec l'accent occidental, Kamit, Shamit, ou alors Hamit, si jamais vous voulez l'utiliser avec en fait les langages en fait sémitiques, etc. Donc, voilà un peu pour pouvoir comprendre. Donc, vous me verrez souvent dans les lives en fait concernant justement l'Afrique. Moi, je l'appellerai plus comme ça, donc que ça ne vous étonne, ça ne vous étonne pas. Et quand je dirais en fait Nkami, sachez que je vous parle des Kamites, des Chamites, des Hamites. Voilà, c'est de ceux-là dont je parle. Pas des Kémites qui a été transformé en Kamite. Je ne parle pas de ça. Donc, il faut vraiment que ce soit avec ce cas-là, je ne parle pas de ça. Donc, voilà un petit peu pour brosser un peu la chose. Et après, bien sûr, on rentrera après, hein, plus tard dans les spiritualités, en fait. Et on parlera aussi de cette spiritualité, de ces spiritualités qui touchent directement à la septième dimension. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera aussi, en fait, de certains aspects pointus, en fait, des spiritualités africaines. La deuxième phase, en fait, du Fa, etc. Ce qu'il y a dans le Mvet. On parlera aussi des peuples. Hein, et on parlera aussi justement, quand on parlera de ces peuples-là et des migrations, on parlera justement en fait de cet aspect-là, hein, des peuples qui effectivement ont voyagé, ceux qui sont venus de la mer, de la mer Méditerranée, ceux qui étaient en fait basés en fait en Égypte, qui ont voyagé, etc. À ce moment-là, en fait, on verra en fait ces aspects-là. Donc voilà un peu pour vous présenter l'ensemble et du coup, on peut déjà passer en fait aux vidéos. Et après les vidéos, ben, on entame en fait dans les discussions et dans les questions. Donc, tous ceux qui ont souvent posé des questions sur l'Afrique, c'est le moment, hein, on entame les phases de l'Afrique, donc c'est le moment d'être présent. C'est Ok, bon, droit à la parole, tu peux, voilà. ok. Je vais dessus. Bonjour Relativiste, comment tu vas? Ça va, ça va. J'ai un peu de bruit à côté de moi, mais ça va être calme bientôt. Ok. Non, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va parler un petit peu avant que droit à la parole nous mette la vidéo. Alors, si Lilou pouvait m'envoyer la séquence où j'ai répondu à notre ami là, vraiment, ça me ferait plaisir. Je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai eu un certain plaisir. À quel ami? Un autre ami là, de hier là, qui est parti chercher les photos des coptes pour venir déposer.
Ah, Donc, vraiment, la partie là m'a Danse. fait énormément plaisir. Je- J'espère que les tu n'es coptes pas blancs. esclavagiste, hein, parce que tu étais en train de fouetter et utiliser du plus. Et vous voyez, moi j'étais gentil avec lui, j'ai préféré fermer mon micro et ne pas répondre. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'aujourd'hui, je vais le laisser tranquille, je vais pas parler de ça. Malheureusement, Eben aussi, elle est partie faire ses recherches et boum, elle est tombée sur ça, elle est venue balancer. Bon, la famille, là, vous Comment m'obligez à... malheureusement. Pardon. Là, vous m'obligez à couper cette partie. Ah, Donc, ok, ok, on se tait. on va continuer après, s'il vous plaît. Désolé, on se tait. On va Oui, faire on le t'attendait commentaire en après. fait. Mais c'est bon, j'ai fini. C'est parce que j'attendais juste pour fermer la garderie. Mais c'est bon. Ok, Ok. ok, c'est bon. On écoute alors. On est d'abord sur l'aspect subsaharien et ensuite sur l'aspect du Nord, hein, s'il te plaît. Lieu actuel. Les peuples d'Afrique peuvent être regroupés en grandes familles linguistiques Je qui remets. témoignent de liens souvent très anciens. En Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique se trouvent les Afro-Asiatiques. Vous entendez? C'est bon ou pas? Bon, personne ne On répond. entend, Oui, on c'est bon, entend. c'est bon. Ok, bon, je remets. Dans cette vidéo, je vous propose de retracer les grandes migrations des peuples d'Afrique subsaharienne en me basant sur la linguistique et en m'aidant de la génétique. Commençons par un état des lieux actuel. Les peuples d'Afrique peuvent être regroupés en grandes familles linguistiques qui témoignent de liens souvent très anciens. En Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique, on trouve les Afro-Asiatiques qui débordent sur la péninsule arabique. J'en ai déjà fait une vidéo à part entière et je les mettrai donc un peu de côté ici. En Afrique subsaharienne, ce sont les Nigéro-Congolais qui forment le groupe dominant. Ils témoignent de migrations massives qui ont concerné l'ensemble de cette ère et ils incluent notamment les Bantous. Les autres groupes linguistiques sont les Nilo-Sahariens au nord, les Khoisan et les Indo-Européens au sud, et les Austronésiens dans le cas particulier de Madagascar. Passons à la situation génétique. Je vais me concentrer sur l'aplogroupe Y, qui est le plus adapté aux échelles de diffusion des langues. L'aplogroupe A est le plus ancien du monde. Il est apparu il y a 180 000 ans, lorsqu'Homo sapiens n'était pas encore sorti d'Afrique, et c'est pourquoi on ne le trouve que sur ce continent. Même chose pour l'aplogroupe B, qui est très mélangé au A du fait de son ancienneté. On voit que ces deux haplogroupes sont surtout associés aux Nilo-Sahariens et aux Khoisan, qui forment donc comme une mémoire de temps très reculé. L'aplogroupe dominant en Afrique est toutefois le groupe E, apparu plus tardivement il y a 70 000 ans, sans doute au niveau des plateaux éthiopiens. Il se subdivise en deux sous-groupes principaux. Le E1B1B au nord, qui est étroitement lié au peuple afro-asiatique, et le E1B1A au sud, qui est lié aux Nigéro-Congolais. Il témoigne de migrations amorcées vers la fin de l'époque glaciaire. Après cet état des lieux, je vous propose maintenant de retracer l'histoire de ces migrations en démarrant au cœur de la dernière glaciation. Ça correspond à une époque très aride. Le Sahara est infranchissable en dehors de la vallée du Nil. Quant à la forêt dense de l'équateur, elle est peu propice aux grands déplacements. L'endroit le plus favorable aux fortes densités de population se trouve au niveau des plateaux éthiopiens, à la fois bien arrosés et épargnés par les maladies tropicales grâce à l'altitude. C'est là qu'émerge le groupe E. Il existe alors deux bandes de savane favorables aux migrations, l'une vers l'ouest et l'autre vers le sud. Il reste peu de traces d'éventuelles migrations vers le sud. En revanche, il y a clairement eu plusieurs migrations vers l'ouest. Ça commence en direction du nord de l'Ouganda. C'est là qu'un groupe E2 se sépare du E1. Le E1 poursuit ensuite jusqu'à l'Atlantique,
où il donne naissance au E1A, distinct du E1B qui émerge en Éthiopie. Ce E1B se diffuse lui-même vers l'ouest, peut-être vers 20 000 avant Jésus-Christ. Peu après apparaissent les deux sous-groupes qui subsistent aujourd'hui. Le E1B1B en Éthiopie, où on parle le proto-afro-asiatique, et le E1B1A sur les abords du Haut-Niger et du Haut-Sénégal, où on parle le proto-nigéro-congolais. Ce sont d'abord les Afro-Asiatiques E1B1B qui descendent le Nil et s'étendent sur les rives de la Méditerranée, peut-être dès 12 000 avant Jésus-Christ. Puis le reverdissement post-glaciaire leur permet de traverser le Sahara du nord au sud. Vers 6 000 avant Jésus-Christ, cette nouvelle pression depuis le nord accélère la migration des Nigéro-congolais E1B1A, qui s'étendent bientôt du Sénégal au Cameroun. Le bouleversement suivant est lié à la domestication du mil autour du Moyen Niger, au cours du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Vers 2000 avant Jésus-Christ, l'agriculture se diffuse de proche en proche, notamment au sein des Nigéro-congolais. En parallèle, l'assèchement du climat a rouvert la route de migration traditionnelle. Grâce à leur supériorité démographique permise par l'agriculture, les Bantous commencent à supplanter les populations de chasseurs-cueilleurs implantées plus à l'est, et ils atteignent l'Ouganda vers 1000 avant Jésus-Christ. Ils amorcent aussi un mouvement plus lent vers le sud, en pleine forêt, aux dépens des Pygmées. Cette migration des Bantous connaît une soudaine accélération vers 500 avant Jésus-Christ, avec l'adoption de la métallurgie du fer. Les Bantous s'étendent alors vers le sud sur toutes les terres propices à l'agriculture, essentiellement aux dépens des Khoisan. Vers 500 après Jésus-Christ, ceux-ci se retrouvent confinés dans les régions les plus sèches, moins favorables aux cultures. L'Antiquité tardive correspond à un pic de froid et de sécheresse. C'est sans doute ce qui pousse certains Nilo-Sahariens du Soudan à migrer vers la vallée du Nil au IVe siècle. Ils contribuent à ruiner le royaume de Méroé de culture égyptienne, et ils y fondent de nouveaux royaumes. Ce sont les ancêtres des Nubiens actuels. Une autre migration exceptionnelle a lieu un peu avant ces événements. Profitant des courants commerciaux dans l'océan Indien au début de notre ère, des Austronésiens venus de Bornéo atteignent Madagascar et les Comores. Ils y apportent leur langue, le malgache. Très vite, le commerce avec le continent favorise l'arrivée de populations bantoues sur l'île qui adoptent le malgache. Ce phénomène s'intensifie considérablement au IXe siècle. Le monde arabo-musulman revitalise le commerce dans l'océan Indien, et des marchands arabes et perses s'implantent sur la côte orientale de l'Afrique. Les populations bantoues locales s'impliquent massivement dans ce commerce avec les Arabes, ce qui crée l'unité du monde swahili. Le swahili devient même majoritaire aux Comores, où il devient le comorien. En dépeuplant l'intérieur des terres du Kenya, le commerce d'esclaves par les Arabo-Swahili a pu favoriser la migration de peuples nilo-sahariens depuis le Sud-Soudan, dans la première moitié du deuxième millénaire. C'est l'origine des Maasai, entre autres. Enfin, le monde arabo-musulman permet la mise en place du commerce transsaharien, notamment grâce à l'introduction du dromadaire. L'or d'Afrique de l'Ouest devient l'un des enjeux de ce commerce. Les gisements du Mali permettent la formation du premier empire subsaharien au XIIIe siècle. C'est l'origine de l'expansion des peuples mandés. Ça favorise aussi le déplacement de peuples nomades, en particulier les Peuls, qui nomadisent du fleuve Sénégal jusqu'au fleuve Niger, au début du XVe siècle. Puis le développement de l'empire Songhai pousse certains d'entre eux vers le pays Haoussa, puis jusque dans l'actuel Cameroun vers 1600. Pendant ce temps-là, les Arabes venus d'Égypte s'installent de plus en plus massivement au Soudan. Ils y supplantent les Nilo-Sahariens, sauf dans certaines poches résiduelles. À cette époque, les Portugais se sont implantés sur les îles du Cap-Vert et de Sao Tomé, auparavant inhabitées.
Ils y amènent de nombreux esclaves depuis le continent pour cultiver les plantations, tant et si bien que les Nigéro-Congolais deviennent rapidement majoritaires sur ces deux archipels. C'est en 1652 que les Hollandais fondent la colonie du Cap en tant qu'étape commerciale. L'immigration s'intensifie au siècle suivant, et les colons tentent à supplanter les populations locales dans les régions sèches, moins densément peuplées. Ça se fait donc surtout aux dépens des Khoisan, dont le territoire reflue encore. Le néerlandais évolue jusqu'à devenir l'Afrikaans. Puis, au XIXe siècle, la colonisation britannique donne de plus en plus d'importance à la langue anglaise. On va terminer cette vidéo en faisant le bilan aujourd'hui. Les Khoisan ne subsistent plus qu'au Botswana et en Namibie. Quelques peuples apparentés habitent aussi en Tanzanie, ce qui est un indice de l'immense domaine qu'ils occupaient avant l'expansion bantoue. De même, les Nilo-Sahariens étaient sans doute beaucoup plus répandus avant les expansions afro-asiatiques et nigéro-congolaises. Les Songhai implantés sur le fleuve Niger en constituent une sorte de témoignage. Par ailleurs, il faut aussi mentionner les Pygmées, qui occupaient toute la forêt équatoriale. Il n'en reste plus que des tribus isolées au Congo, qui ont adopté les langues avoisinantes, mais ont conservé leur haplogroupe B originel jusqu'à aujourd'hui. Parlons maintenant de Madagascar. Le malgache, originaire de Bornéo, y est prépondérant, mais la situation génétique est plus complexe. La population a 70% de ses ancêtres originaires de l'Afrique bantoue, avec un haplogroupe E1B1A très dominant. Un peu plus de 20% des ancêtres viennent d'Indonésie ou de Malaisie, et correspondent donc aux Austronésiens originels. Enfin, moins de 10% correspondent aux marchands venus d'Arabie et d'Iran. À eux seuls, les Bantous occupent plus de la moitié de l'Afrique subsaharienne. Ils incluent un grand nombre de peuples, dont les plus connus sont les Swahili et les Zoulous. Au niveau génétique, ils se divisent en deux zones. La plus grande partie possède une proportion notable d'aplogroupe E2, qui est prédominant en Ouganda. Ça confirme que la migration bantoue s'est largement faite par cette région. Le E2 est absent chez les Bantous situés plus à l'ouest. Les autres Nigéro-Congolais se subdivisent en plusieurs familles, qui englobent elles-mêmes de nombreuses langues. L'arbre linguistique place les premières divergences plutôt vers le Haut-Niger ou le Haut-Sénégal. On y trouve à la fois les langues mandées, dogon, atlantiques et voltaïco-congolaises. Les langues atlantiques ont ensuite atteint l'océan à l'ouest, tandis que les langues voltaïco-congolaises se propageaient vers l'est, en deux vagues parallèles. C'est la branche méridionale qui finira par donner naissance aux Bantous. Pour finir là-dessus, il faut signaler que certaines langues kordofaniennes au Soudan appartiennent aussi au groupe nigéro-congolais, ce qui laisse présager de migrations depuis l'ouest, difficiles à dater. Voilà pour mon histoire des grandes migrations en Afrique subsaharienne. J'espère que ça vous a plu. Je parlerai de l'histoire des États précoloniaux dans d'autres vidéos qui paraîtront après l'été. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Voilà la première partie. Merci de droit à la parole. Ici, on est sur la première partie. Donc, désormais, là, ça concerne en fait le subsaharien. OK? Donc là, cette fois-ci, on va voir maintenant l'aspect en fait du nord. C'est-à-dire là, on est sur les langues en fait qui sont beaucoup plus sur les bases des Bantous. Et vous voyez aussi ces deux types d'haplogroupes là, le A et puis le B. C'est-à-dire ces bases qui étaient là, que vous retrouvez, c'est-à-dire à partir en fait des Khoisan et aussi des Pygmées, etc. Et on vous a montré justement comment il y a eu des influences de part et d'autre. Et là, cette fois-ci, on va voir justement tout le côté en fait éthiopien et arabique. C'est-à-dire les langues en fait kamito-sémitiques. Il y a quelqu'un qui demande en fait, peux-tu expliquer les haplogroupes s'il vous plaît? Oui, on va en parler tout à l'heure. Les haplogroupes, bon, pour que vous compreniez un petit peu, quand on parle d'haplogroupe, on parle en fait des chromosomes mâles, Y.
C'est important de se baser sur justement en fait ces aspects d'aplogroupe parce que les chromosomes mâles représentent justement cet aspect de semence qu'on a déjà vu, vous voyez? Donc c'est là où vous pouvez savoir que la descendance en fait vient de là. Et quand on parle aussi des aspects en fait X concernant en fait les femmes parce que ça rentre aussi en fait en compte hein, pour tout ce qui est pour pouvoir véritablement en fait après essayer d'élargir un peu pour comprendre parce que par rapport en fait au, au mélange. Par exemple, si vous prenez le côté du nord, il y a eu beaucoup de mélanges. Hein, quand par exemple il y a des femmes en fait caucasiennes qui ont été prises, qui sont arrivées et du coup en fait ça permet justement de lier en fait ces liens-là, de savoir en fait d'où le mélange a été fait, etc. Donc ça c'est le côté après féminin. Quand on parle en fait des haplogroupes, ici on parle vraiment en fait du côté en fait masculin. Voilà. C'est le chromosome Y. Mais si vous voulez comprendre en fait, voilà, scientifiquement parlant, hein, l'évolution en fait des populations, mais vous devez vous baser sur les linguistiques et sur les haplogroupes. Dans tout le reste que les gens vous racontent à gauche, à droite, là, voilà. Donc on va pouvoir écouter en fait justement en fait cette deuxième partie qui va maintenant nous spécifier en fait cette autre partie qui nous manque hein, parce que là on a fait tout le subsaharien jusqu'au sud. On a fait aussi en fait l'Est, hein, enfin l'Ouest, et on va voir principalement cet aspect de l'Est et aussi, hein, du Nord. Et bien sûr, vous allez voir que ça influence aussi avec un petit peu en fait le Levant. Parce que je vous ai toujours dit que c'était plus ou moins lié. Et vous allez comprendre aussi hein, cet aspect-là hein, de l'importance où il ne faut pas que l'Afrique en fait, enfin il ne faut pas que le continent en fait se divise. Donc voilà. Ok, c'est bon? Tu peux mettre droit à la parole. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux origines communes d'un grand nombre de peuples qui couvrent l'Afrique du Nord et la péninsule arabique, parmi lesquels on trouve les Arabes, les Berbères, les Éthiopiens et bien d'autres. Pour ça, je vais exploiter les découvertes récentes dans deux domaines complètement distincts, la linguistique et la génétique. Commençons par l'état des lieux actuel. Tous les peuples de la zone représentés en vert ont des racines linguistiques communes. On les appelle les Afro-Asiatiques ou les Camito-Sémitiques. On pourrait croire que c'est lié à l'expansion arabe, suite à la naissance de l'islam. Mais en réalité, cette unité est bien plus ancienne. Pour s'en rendre compte, on va revenir juste avant cette expansion, vers l'an 600. À cette époque, les Afro-Asiatiques sont encore divisés en 5 sous-groupes linguistiques. Les Sémites, qui englobent les Arabes et les Hébreux, mais aussi les Tigréens d'Éthiopie, les Sud-Arabiques du Yémen ou les Araméens de Syrie. Ensuite, il y a les Berbères, qui incluent entre autres les Touaregs sur la rive sud du Sahara. Dans la Corne de l'Afrique vivent les Couchitiques, depuis le Soudan jusqu'en Somalie. Dans la partie centrale du Sahel vivent les Tchadiques. Et enfin, l'Égypte reste habitée par les anciens Égyptiens, devenus les Coptes. Ça laisse penser à des migrations très anciennes, qui auraient connecté tous ces peuples. Mais il y a quand même une grande question à résoudre. Existe-t-il un peuple afro-asiatique originel? Et si oui, où se trouvait-il? Pour s'aider, on peut s'appuyer sur la génétique. Il existe des groupes d'allèles sur le chromosome Y qu'on appelle des haplogroupes et qui forment une signature des anciennes migrations par la voie masculine. Les deux principaux haplogroupes associés aux Afro-Asiatiques sont le E1B1B centré sur l'Afrique du Nord et le J1 centré sur l'Arabie. Je les appellerai juste E et J pour abréger. On voit qu'ils débordent légèrement sur l'Europe, mais il faut avoir à l'esprit que ça se mélange à de nombreux autres haplogroupes. Rien qu'en France, par exemple, on constate une très grande diversité d'haplogroupes qui se superposent. J'ai aussi ajouté le R1B1A2, beaucoup plus limité, mais indispensable pour comprendre l'origine des Tchadiques. Voilà pour la situation. On va maintenant essayer de reconstituer l'historique des migrations depuis les origines. Dans l'article d'Hérodote.net que vous avez en description, vous avez tous les détails de l'étude, qui se base sur une douzaine de références bibliographiques. Dans cette vidéo, je vais me contenter d'en présenter la conclusion.
sachant qu'il n'y a encore aucune certitude à ce sujet. Tout commence en 16 000 avant Jésus-Christ, alors que le monde quitte à peine le dernier maximum glaciaire. En Afrique du Nord, il fait encore froid et sec, et seul le Nil vient irriguer le Sahara. Plus au sud, la plaine équatoriale chaude et humide est favorable aux maladies tropicales et elle n'est donc pas densément peuplée. Finalement, les hauts plateaux éthiopiens forment un véritable château d'eau assaini par l'altitude. C'est le seul endroit favorable aux fortes densités de population. Ces gens portent l'aplogroupe E et sont les ancêtres de tous les Afro-Asiatiques. Le Nil constitue leur seul exutoire en zone saine. Les Afro-Asiatiques submergent facilement les populations locales et descendent le fleuve jusqu'à la Méditerranée. Les années passent et le climat devient de plus en plus humide. Vers 12 000 avant Jésus-Christ, les Afro-Asiatiques peuvent longer la côte vers l'ouest jusqu'au Maroc, tandis que d'autres franchissent le Sinaï par petits groupes pour gagner la Palestine. C'est là que se fait une rencontre décisive. En effet, c'est aussi le début de la révolution néolithique dans le croissant fertile. Vers 10 000 avant Jésus-Christ, les populations du Zagros domestiquent leur premier animal, la chèvre, qui sera bientôt suivi du mouton. Ces animaux se diffusent très vite dans tout le secteur, notamment autour du lac de Vannes, où les gens portent l'aplogroupe J. En parallèle, leurs voisins de Haute-Mésopotamie domestiquent le blé et l'orge, ce qui dynamise encore plus la région. Finalement, le croissant fertile se divise en deux zones. Celle des agriculteurs sédentaires, qui occupent les plaines fertiles, et celle des éleveurs nomades, qui occupent les pourtours semi-arides. Ce nomadisme confère une grande mobilité au groupe J, qui conforte son hégémonie sur toute la zone, depuis la Mésopotamie jusqu'au Proche-Orient. C'est là, aux confins de la Palestine et de la Jordanie, qu'il se retrouve au contact des Afro-Asiatiques venus d'Afrique. Les premiers villages, comme celui de Jéricho, ont dû favoriser les échanges entre les agriculteurs et les éleveurs. Peu à peu, la langue afro-asiatique se diffuse parmi les éleveurs du Proche-Orient. Pour la première fois de son histoire, cette langue sort de l'aplogroupe E pour gagner l'aplogroupe J. C'est l'acte de naissance du proto-sémitique. Comme les éleveurs contrôlent le commerce transarabique, ça favorise la diffusion de cette langue sur tout le pourtour du croissant fertile. D'abord chez les éleveurs, puis chez les agriculteurs. Ça donnera naissance à la langue héblaïte en Syrie et à l'akkadien en Mésopotamie. Il faut noter que l'irrigation n'est pas encore maîtrisée à cette époque. Le pays d'Akkad est donc encore une zone d'élevage. Quant au pays de Sumer, il est trop éloigné du croissant fertile pour recevoir l'influence sémitique. Ça explique peut-être pourquoi les Sumériens ont conservé leur langue sans aucun rapport avec le groupe sémitique. Pendant ce temps-là, une autre migration essentielle a lieu depuis la Grèce, de la part d'un peuple qui porte l'aplogroupe R. Pour une raison inconnue, peut-être liée à la diffusion de l'agriculture, ils décident de traverser la Méditerranée pour gagner l'Afrique. Submergé par les fortes densités de population au niveau du Nil, il devient en revanche majoritaire dans les oasis égyptiennes. Au contact des peuples afro-asiatiques limitrophes, il adopte leur langue. C'est la deuxième fois que l'afro-asiatique sort de son haplogroupe originel. Ça donne naissance aux proto-tchadiques. Les proto-tchadiques poursuivent leur migration à travers le Sahara, qui s'est transformé en savane à cette époque. Ils atteignent les rives du lac Tchad, où ils submergent les autochtones. Leur dynamisme pousse les populations locales à adopter leur langue tout le long de la zone sahélienne. C'est le cas notamment des Haoussa, qui joueront plus tard un grand rôle dans la région. Les langues tchadiques se greffent ainsi sur de nombreux haplogroupes et gagnent en diversité. C'est ainsi qu'on en arrive vers 6000 avant Jésus-Christ. Grâce à l'irrigation, l'agriculture gagne l'Égypte et le sud de la Mésopotamie à cette époque. Grâce à ces deux pôles de vitalité, les flux commerciaux monopolisés par les éleveurs sémitiques explosent. Ça leur permet d'étendre leur hégémonie sur toute la péninsule arabique, qui n'est pas complètement désertique à cette époque. Ils finissent ainsi par atteindre les montagnes du Yémen, bien arrosées, qui deviennent pour eux un nouveau pôle de dynamisme. Les Berbères profitent tout autant de cette époque verdoyante pour s'étendre vers le sud jusqu'à atteindre les limites du Sahel. Quant aux Couchitiques, ils occupent peu à peu le Sahara à l'est du Nil ainsi que la Corne de l'Afrique.
Vers 4000 avant Jésus-Christ, les précipitations repartent à nouveau à la baisse. La désertification croissante accélère les innovations en Égypte et en Mésopotamie, mais elle a aussi d'autres conséquences. Elle transforme les montagnes plus arrosées du Yémen et du Maroc en refuge pour les populations. C'est de là que vont se faire deux nouvelles vagues de migration. Les Berbères vont imposer une nouvelle couche de peuplement sur l'Afrique du Nord, ce qui explique la relative homogénéité des langues berbères sur toute la zone. Quant au sud-arabique, ils vont traverser la mer Rouge pour s'implanter dans l'actuelle Érythrée et le nord de l'Éthiopie. Tous les rameaux des langues sémitiques sont maintenant bien en place. On y distingue les langues du Proche-Orient, celles de la péninsule arabique et de l'Éthiopie, et celles de Mésopotamie. En 2000 avant Jésus-Christ, la situation se stabilise plus ou moins. Il ne reste alors plus que deux dernières migrations majeures à venir. La diaspora juive, qui démarre notamment en l'an 70, et qui tend à diffuser l'hébreu dans le reste du monde. Et l'expansion arabo-musulmane, qu'on peut faire démarrer en l'an 622. Elle va imposer une nouvelle uniformisation linguistique sur un territoire immense, qui correspond majoritairement à l'ancienne zone afro-asiatique. Ce substrat afro-asiatique a sans doute facilité cette diffusion de la langue arabe, en proposant un terrain plutôt familier. Par exemple, les Iraniens, qui sont indo-européens, ont adopté l'islam sans adopter l'arabe. Même chose avec les Turcs, un peu plus tard, et avec les peuples du Sahel. Il faut aussi souligner que la diffusion de l'arabe s'est faite sans migration majeure. Par exemple, les Égyptiens actuels sont les descendants directs des anciens pharaons, et non des Arabes d'Arabie. C'est d'ailleurs assez logique. Les populations du désert n'auraient pas pu submerger les populations extrêmement denses de la vallée du Nil. Il en va de même pour tous les Arabes du Maghreb, qui sont génétiquement proches des Berbères. Ce qui est fort, c'est que la génétique et la linguistique permettent de révéler des pans entiers de l'histoire humaine en l'absence d'écriture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, droit à la parole. Bon, c'est bon, on va pouvoir ouvrir les hostilités. Voilà. Ah, la vidéo vous rend dingue, hein. Là, c'est bon. Vous pouvez monter. Vous pouvez monter, on va Le discuter. volume, Je viens juste de le vous volume est extrêmement, le volume est extrêmement bon. comme ça, d'autres personnes peuvent aussi monter. Le volume, il est bon, non? Il est doux, non? Il est doux même. J'ai aimé. Si on pouvait avoir la vidéo là hier, ouais. Mais bon, Non, c'est justement, pas c'était grave. pas pour hier. C'était pas pour hier. Hier, je vous ai dit, c'était juste hein, une façon de commencer nos. Le mbota. Voilà, c'était une façon de mettre en avant les surprises. Et pour que vous compreniez bien, il faut déjà en fait que vous puissiez mettre en vous que, comme je vous ai dit, le kémitisme, hein, toute cette histoire-là, c'est une nébuleuse. Voilà, on va maintenant rentrer dans les vraies choses pour comprendre véritablement l'histoire hein, du continent Nkami. Voilà. Voilà. Le vrai Camille est là, le vrai Camille est là. Faut me poser les questions, dis donc. Hein. Bonsoir la famille. Hein. Le vrai Nkami, c'est pas vos histoires de Congo là. Hein. Faut laisser ça. Non, moi je réincarne l'ancêtre de Camille. Je suis là. Je suis là. Ah, ok, y a pas de souci. Donc, Ouais. je vois qu'il y avait des gens qui avaient des questions en bas. Il faut monter. Là, maintenant, on va pouvoir rentrer. Moi j'ai une question là. Une On va question pouvoir qui. rentrer dans nos vifs du sujet. euh, j'ai une question, s'il te plaît, réveille. Euh, Oui, les langues, comment ils appellent ça déjà? Les langues nigério-congolais là. oui. On va les apparenter aux langues couchites. Non, non.
Non, c'est pas la même chose, Non, ou non, bien? c'est pas apparenté en fait aux langues couchitiques. Non. C'est différent. Ouais, parce que Couche, c'est l'ancêtre des Nubiens, non? Non, en fait, il faut distinguer l'aspect en fait linguistique. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour comprendre l'évolution en fait de l'humanité, il y a des choses qu'il faut absolument en fait prendre en compte. Et parmi ces choses qu'il faut prendre en compte, pour ceux qui veulent parler de science, hein, c'est-à-dire quand on veut parler de science, il faut prendre en compte déjà en fait les haplogroupes. Il faut prendre en compte en fait l'aspect en fait des évolutions linguistiques, parce que les langues évoluent, mais il y a des racines. Et quand on parle de racines, on ne parle pas de deux ou trois mots par-ci par-là qu'on va mélanger, non, on parle de véritables racines. Et après, on parle en fait des flux de migration. Donc, et après, il y a aussi le côté féminin qui concerne plutôt les chromosomes X. Donc, quand tout ça en fait s'est mis en place, scientifiquement, là, vous pouvez en fait faire des propositions et des hypothèses en fait de l'origine justement en fait des peuples. Mais après, vous les regroupez par rapport aux textes existants, c'est-à-dire des textes historiques, des textes en fait quand je parle historique, je parle de tout ce qui est historique, que ce soit des textes religieux, que ce soit des textes en fait uniquement de témoignages, que ce soit des textes en fait de poésie, etc. Parce que tout ça, ça permet en fait d'avoir des éléments de comment les choses pouvaient être conçues. Et c'est là où souvent les gens ne font pas attention. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui nous sommes en train de parler, mais quand nous parlons, vous voyez qu'il y a des gens qui disent des choses, d'autres qui disent en fait totalement le contraire. Bon, donc quand vous vous retrouvez en fait quelques siècles ou quelques millénaires en fait plus tard, et que vous retrouvez, admettons que vous retrouvez uniquement des propos en fait d'un côté, c'est comme si c'est ce côté-là en fait qui avait raison, parce que l'autre côté vous n'avez pas retrouvé, ou alors les gens ont retrouvé mais ils ont préféré cacher, ou ils ont préféré détruire. Vous comprenez? Donc en réalité ici vous voyez bien que ça risque d'être faussé si jamais on se base uniquement sur ça pour faire justement en fait de la chronologie en fait historique. Pour véritablement comprendre l'échelonnement de l'histoire, il faut prendre en compte en fait plusieurs paramètres. Et après recouper. Recouper pour voir en fait, voilà ce que ça donne. Non, c'est important. Mais on ne peut pas dire que voilà, comme parfois certains disent, bon, c'est parce que ça vient tous du sud, et du sud c'est parti civilisé, je ne sais pas quoi, etc. etc. Non, ça a pas de... Vous voyez, c'est pas assis. Voilà. Là, c'est important en fait quand on parle de ça, de commencer justement sur hein, le travail hein, qui est quand même assez sérieux hein, sur en fait les haplogroupes et aussi la linguistique. Bonjour, Donc, bonjour Chai. Shai. Oui. Bonjour Shai. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, on t'écoute. Dans la vidéo, on parle d'afro-asiatique. Oui. C'est pour nous expliquer que qu'on a des ancêtres qui viennent d'Asie, en fait, au nord de l'Afrique? Ok. En fait, là, on est pareil ici vraiment dans cet aspect en fait de linguistique. Euh, donc, quand on parle en fait d'afro-asiatique, ce sont des typologies qui ont été données. Afro-asiatique, c'est la même chose que camito-sémitique. Ok. Il faut bien comprendre. Voilà. Afro-asiatique, camito-sémitique, c'est la même chose. Mais attention, quand on parle de camito-sémitique ici, c'est pas le camito de Kemet. Oui, j'ai Enfin, bien de compris. Kemet tel que voilà, tel que c'est conçu. C'est le camito de Kam. Donc, C-H-A-M. Ou alors d'un kami si vous voulez. Donc c'est cette base-là en fait d'être ancestral. C'est de là que vient cet aspect en fait de kamito. Et quand on parle de kamito, en réalité en fait c'est tout ce qui est sur le croissant fertile. Et je vous ai toujours dit en fait que le croissant fertile était constitué justement en fait des descendants, des descendants d'un kami. D'accord, mais pourquoi du coup asiatique?
Parce qu'en fait, ils ont rajouté le côté asiatique par rapport en fait aux Sémites et aux Acadiens qui se sont aussi mélangés. Parce que eux, ils étaient plus en fait dans l'aspect en fait de la Mésopotamie. C'est ça le côté asiatique. Quand on parle du côté asiatique, on ne parle pas forcément en fait de ce que vous connaissez aujourd'hui en tant que Asie, c'est-à-dire la Chine, Ok. etc. Non. Voilà. Quand on parle en fait asiatique, c'est tout ce croissant fertile-là en fait. C'est-à-dire une partie en fait de cette Mésopotamie. Donc vous prenez, c'est exactement la carte que vous voyez là. Mhm. Cette carte-là en fait, il y a en fait totalement en fait l'autre bout de la carte. Et quand vous êtes en fait sur l'autre bout de la carte, vous retrouvez, vous avez la mer Rouge en fait, il faut reprendre aussi de l'autre côté. Donc à l'intérieur de ça, vous allez retrouver tout ce qui concerne en fait l'Arabie, parce que tout ça c'était la zone des Sabéens en fait. Tout ça c'était les Sabéens, c'était que des Nkami qui en fait qui étaient là. D'accord. Ok. Voilà, c'est de ça dont il est question. Maintenant, quand on parle en fait kamito-sémitique, en fait, c'est le côté asiatique qui est en fait qui prend la place de ce côté sémitique, si vous voulez, parce qu'il va y avoir des mélanges en fait avec justement des sémites qui vont s'installer justement en fait tout le côté de Aram, etc., qui vont descendre et venir s'installer aussi dans les zones en fait de la Palestine en fait tout simplement. Et quand ils vont s'installer en fait dans les zones de la Palestine, ils vont se multiplier. Par exemple, quand vous prenez en fait les Ammoniens, les Moabites, enfin les Ammonites, les Moabites, les, euh, les Ismaélites, etc., ce sont en fait des Sémites qui ont quitté la Mésopotamie pour venir s'installer en fait dans la région en fait du croissant fertile véritablement, c'est-à-dire dans cette région-là en fait de Palestine. Et plus tard, quand ils vont envahir justement en fait tout ce côté-là par rapport au Yémen et aussi du côté en fait de l'Égypte, etc. C'est de là qu'on va maintenant regrouper parce que les langues vont justement en fait se mélanger, les gens vont se métisser et c'est pour ça qu'on retrouve tout ça en fait dans les haplogroupes. Ok. Bon, il y a beaucoup de notions là pour moi pour une première fois, mais ok, je te remercie pour tes informations en tout cas. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, vous avez il y a des choses qu'il faut distinguer. Bon, là, on a attaqué tout de suite en fait le côté du Maghreb. Le côté du Maghreb, par exemple, les principales choses que vous devez absolument en fait garder en tête, c'est que dans le Maghreb à l'heure actuelle et aussi dans l'aspect en fait de l'Érythrée, dans l'aspect en fait de l'Éthiopie en fait actuelle, etc. euh, tout ça en fait, ce sont en fait en réalité un cousinage un petit peu proche par rapport au dernier métissage. Donc vous avez les Arabes, les Berbères, les Éthiopiens. Ceux qu'on appelle Éthiopiens, c'est les Abyssiniens, si vous voulez. Mhm. Et tout cet aspect, en fait, Haoussa, il y a eu, en fait, tout un mélange. Et c'est pour ça qu'ils sont, en fait, en réalité, en fait, des cousins très proches. Il y a eu tout ce mélange-là, en fait, de divers et variés. Et ce sont ces mélanges qui sont expliqués au fur et à mesure. Donc tout ça, ce sont des cousins. Ok. Ok, très bien. Bon, Maintenant, ben, le subsaharien, eux aussi, ils sont partis, c'est cet aspect-là, en fait, du E, hein. Ils sont partis aussi de cette base-là, en fait, couchite, qui était justement, en fait, dans l'Est, qui va se déplacer, non seulement dans le Nord, mais aussi dans le centre, et d'autres vont aller, et quand ils vont arriver au centre, ils vont retrouver justement, en fait, des anciens qui étaient là, c'est-à-dire les haplogroupes A et les haplogroupes B. C'est-à-dire, on nous parle ici, en fait, et des pygmées et des khoïsans. Et après, il d'ac- va y avoir les mélanges. C'est pour ça qu'il va y avoir des E1A ou des E1B. Vous voyez un peu? C'est les mélanges entre et les khoïsans et les pygmées avec justement en fait les bantous qui eux ont quitté en fait l'Est par rapport en fait aux haplogroupes E. Et ces bantous là
vont monter, certains vont aller justement en fait la Nubie, etc. Et notamment, ils vont principalement s'installer en fait sur la haute, sur la haute Égypte. Et ils vont justement en fait cohabiter là-bas avec l'autre partie, hein, qui représente en fait cet aspect en fait, hein, des Kami, qui eux justement en fait se sont installés là-bas en fait en Égypte. Du coup, il y a eu des mélanges du nord vers l'est, mais est-ce qu'il y a eu aussi des mélanges du sud vers le nord? Oui, D'accord. parce que quand vous voyez en fait sur la carte, cette carte en fait c'est une carte en fait du 16e siècle. Donc, et ils ont reproduit en fait la façon dont les choses étaient en fait du temps en fait romain. Et dans cette carte-là, celui qui a reproduit la carte en fait, c'est Sébastien Munster. Dans cette carte, vous voyez bien en fait, par exemple, vous retrouvez ce royaume en fait, vous retrouvez le royaume amharique, hein, dans ce centre-là et puis une partie en fait de l'Est. Vous retrouvez le royaume en fait abélite, c'est-à-dire tout ce que vous connaissez en tant que voilà, vous avez le abélite, vous retrouvez en fait une partie de la Somalie, une partie en fait de l'actuelle Éthiopie, c'est-à-dire Aksum, etc. Vous les retrouvez en fait dans cette zone-là. Vous avez en fait Aegyptos en fait au-dessus, parce que c'est comme ça que voilà les Grecs et les Romains en fait les appelaient. Mais au centre, vous retrouvez tout cet aspect d'Éthiopie. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'en fait, en réalité, l'Éthiopie, c'est tout ce royaume-là, en fait. Et vous avez toujours la Nubie, dans l'Éthiopie qui était vraiment cette base, et puis la Nubie qui représentait justement euh, ce, ce, ce lien avec justement en fait l'Égypte qui lui est tout de suite en fait là-bas en fait au nord. Et à l'est, vous avez la Libye intérieure. Vous avez la Libye intérieure, vous avez en fait tous les autres aspects en fait de l'Ibou qui étaient là, mais qui après ont dû descendre parce que les Libyens ont dû descendre. Pourquoi ils ont dû descendre? Les Libyens, c'est-à-dire les Libous. Pourquoi ils ont dû descendre? Tout simplement parce que quand les Cananéens vont arriver, notamment en fait les gens de Tyr et de Sidon, ils vont installer en fait des colonies, notamment Carthage. Ok. Et c'est là que vous avez les histoires en fait de l'Éthiopie, enfin je dis Éthiopie de Tunisie, etc., qui vont après en fait au fur et à mesure en fait se constituer. Donc les autres Libyens vont descendre. Ils vont descendre en fait au fur et à mesure, ils vont descendre. Et en fait, en réalité, ils vont constituer ce que vous connaissez aujourd'hui, hein, comme une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Ben écoute, merci en tous les cas pour les informations. Je pense qu'il faut que je me pose pour assimiler toutes les infos parce que c'est toute une reconstruction à faire, mais Oui, c'est très intéressant. c'est choquant. Voilà. Je te le concède, c'est choquant en fait ce qui est dit parce que en règle générale, c'est pas vraiment ce qui est véhiculé. Mm, tout à fait. C'est pas ce qui est véhiculé et ce qu'il faut savoir, par exemple, vous voyez en fait le côté berbère. Vous retrouvez en fait cet aspect berbère où on vous fait bien en fait le lien pour les berbères. C'est-à-dire, on vous prend par exemple l'exemple des Touaregs. Mhm. On vous prend l'exemple des Touaregs et on vous montre aussi comment les choses se sont passées, hein, quand les Sémites sont arrivés, quand les Arabes en fait du désert sont arrivés. On vous montre comment les choses en fait ont été changées et on vous montre aussi en fait l'évolution. C'est une vidéo en fait qui est sur YouTube dont vous pourrez y avoir accès. Oui, c'est Reine Esther, c'est ça? Il me semble que j'ai vu un commentaire qu'il fallait écrire Reine Esther sur YouTube. C'est le live en fait Oui, qui sera mis oui, là-bas. le live sera mis en fait après sur YouTube Renester. Ok. Mais la vidéo en fait en question, c'est une vidéo elle-même qui est sur YouTube. On a fait écouter la vidéo et puis on vous transmettra après pour ceux qui veulent étudier ça parce que c'est une vidéo aussi avec les images, etc. Donc ça pourrait être pratique pour les uns et les autres si vous voulez travailler dessus. Exactement. Ben, merci beaucoup en tout cas.
Ok, Mais merci. voilà, quand on veut justement parler en fait de génétique et c'est important de migration de population, c'est important d'être assez rigoriste en fait sur un certain nombre de choses. Ben, surtout voir on a des liens les uns avec les autres au final. Mais c'est pour ça que j'ai toujours dit, l'ensemble ne peut pas se diviser. L'ensemble ne peut pas se diviser. Parce qu'en fait, en réalité, pourquoi le continent à l'époque était puissant? Et quand on parle du continent, comme je vous l'ai toujours dit, on parle aussi de l'ensemble du croissant fertile. C'est-à-dire y compris ce que les gens connaissent aujourd'hui en tant que la zone de Palestine. Parce que tout ça, ça faisait partie en fait justement de cet ensemble-là. Et ils étaient puissants parce que au niveau en fait de l'Égypte, il y avait ce centre commun où tout le monde en fait venait, que ce soit les peuples de la mer, etc., et aussi du Levant. Mais l'ensemble en fait du Levant était sous contrôle de cette domination qui était réalisée à travers le bloc de Troie, c'est-à-dire les Égyptiens, les Éthiopiens nubiens et les Libous. Tout ce bloc-là, en fait, travaillait ensemble et combattait ensemble. Et c'est pour ça que c'était impossible que les autres, en fait, puissent, en fait, les assujettir. Mais dès lors qu'ils vont commencer à se faire des guerres entre eux, c'est là où ils vont commencer à être faibles. Et c'est comme ça que les Perses vont commencer, en fait, parce que leur influence va baisser au niveau du Levant. Et du coup, dès qu'ils vont perdre le Levant, bah, ils perdent en fait justement tout cet aspect de protection. C'est comme ça que les Perses vont pouvoir les dominer sur le côté en fait par rapport en fait à l'Égypte et aussi faire des traversées au niveau en fait du Yémen parce que c'est eux qui ont commencé d'abord et ensuite en fait les Arabes en fait sont venus en fait par la suite. Dans tout le bloc était là et le côté en fait Libou servait en fait justement en fait de rempart par rapport au peuple de la mer qui voulait à chaque fois en fait faire des incursions. Et quand les trois blocs vont commencer à se faire la guerre et à se séparer, c'est là où ils vont commencer à être affaiblis. Et du coup, les peuples de la mer vont tisser des accords en fait avec les Libous et ils vont pouvoir en fait affaiblir en fait l'Égypte. C'est comme ça qu'au fur et à mesure l'Égypte va tomber et qu'après le reste du continent va tomber et que les Libous aussi vont tomber, etc. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, toutes ces guerres que les gens sont en train de se faire là, de faire la guerre avec le Maghreb, le subsaharien et le croissant fertile, et aussi avec ceux de l'Est, avec ceux de l'Ouest, tout ça, ce sont des enfants. Toutes les personnes qui font cette guerre-là sont des enfants qui ne connaissent ni l'histoire, ni l'historicité, ni la chronologie, ni même en fait la génétique. Ouais, bah après, enfin, sans connaître l'histoire, j'ai toujours été pour une Afrique unie, donc je suis pas là-dedans, mais c'est très bien de savoir d'où l'on vient. Exactement. En fait, tout est uni en fait. Après, il y a eu des métissages, bien sûr, quand il y a eu des conquêtes, etc. Il y a eu des métissages, mais il y a toujours des bases qui sont là. Et moi, je trouve que euh, c'est plus, c'est plus opportun de faire un travail sur ce qui rassemble que sur ce qui divise. Exactement. Ok, il y a Phoenix qui est monté aussi hein, pour poser sa question. Oui, bonjour le Phénix. Le Phoenix, ouais, pardon. Bonsoir, Réveil et bonsoir, Mo. Ok, vraiment, je suis de là, je voulais vous poser. Déjà, vraiment, je voulais dire vraiment un grand merci parce que bon, depuis un certain temps, quand j'essaie de faire le live et avec de la documentation, c'est chacun qui sort sa part de concepts migratoires, sémitiques, hamétiques et tout ça. Donc, du coup, avec des preuves documentaires, vraiment, on essaie en fait, on porte du crédit à cela, mais quand j'essaie un peu d'écouter je pense depuis déjà trois jours quand je vous suis, effectivement, ça chamboule un peu tout ce que je prétendais savoir. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, j'aurais des questions, mais je vais poser ma première question. Je voulais savoir, à partir à partir du Nord, parce il est dit et documenté qu'effectivement, les arabo-musulmans sont venus, en fait, ont pénétré l'Afrique à partir du Nord
en repoussant, bon, disons, en repoussant les frères noirs qui ont convergé vers l'Afrique centrale et l'Afrique sahélienne. Je voulais savoir, est-ce que c'est vrai?